Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la série de et interview vidéo Other Side Europe, qui est coordonnée par Agora Europe et différentes institutions et partenaires sur le thème de l'eau comme frontière et plus particulièrement sur les migrations, le sauvetage en mer, l'environnement, la protection des océans, la pollution liée au plastique, le tout pour offrir des visions de l'Europe d'outre-mer et outre-Atlantique. Nous sommes ravis ce soir d'être rejoints par deux intervenants. Manuel Capa, qui travaille avec Salvamento Maritimo et qui s'exprimera ce soir au nom du syndicat CGT. Il est basé à Almeria et il est de retour d'une mission de sauvetage dans les îles Canaries. Nous sommes aussi en compagnie de Sarah Prestiani, qui travaille avec Euromed Rates et qui est, elle, actuellement aux Canaries. Et je suis aussi en compagnie de Caterina Di Fazio, qui est fondatrice de l'association Agora Europe, qui coordonne cette série de podcasts et qui fait aussi son postdoc à l'Université de Maastricht, Studio Europa. Caterina, la parole est à toi. Merci Virginie, et on vient d'écouter Virginie Lefebvre qui est secrétaire de Agora Europe et qui travaille aussi pour AMEL et qui nous rejoint de Beyrouth. Alors ma première question, et bienvenue Sarah, bienvenue Manuel, ravi que vous êtes là avec nous. Et oui, cet épisode, ça va se concentrer sur tout, mais pas seulement sur la situation aux îles Canaries, en Espagne, en Atlantique. Et ma première question, c'est de vous demander quelle est la situation après la première pandémie, la deuxième pandémie du Covid par rapport aux migrations et en Méditerranée et en Atlantique. Merci. Merci Caterina. Je peux commencer à donner quelques éléments. Tout d'abord, je pense que la pandémie nous a révélé qu'il y avait une arrivée aux droits, notamment aux droits fondamentaux à la santé, qui était absolument pas équitable entre les migrants et les citoyens européens. Et d'ailleurs, cela poussait certains États tout au début à devoir faire des régularisations pour permettre l'accès aux soins de certaines populations. Donc, c'était plutôt un révélateur d'un accès limité pour une partie de la population, et notamment la population migrante. Mais par contre, la crise Covid, elle a affecté tout le monde, ça on le sait bien, mais de façon générale, elle a beaucoup plus affecté les populations dites plus vulnérables, entre autres et parmi d'autres les migrants. Et donc, notamment si on pense aux gros camions, aux camions des réfugiés, aux camions de la honte, les camions des saisonniers, où déjà les conditions sanitaires étaient tragiques, ceux-là, ils sont encore plus empirés. Le troisième élément que cela nous révèle, c'est la question des empirements des causes de départ, des crises économiques et sociaux, comme on a pu voir au Maroc, en Tunisie, des entiers pays qui vivaient notamment sous le tourisme, ils ont eu une crise encore plus exponentielle. Et ça, c'était une des raisons qui a poussé beaucoup de personnes aussi au départ. Pour terminer, je pense que la crise du Covid nous révèle comment les migrations qui ont continué pendant toute cette année sont quelque chose de plus profondément structurel et qui n'ont pas été non plus empêchées par cette crise. Ce qui était très difficile, c'était pour la société civile, les acteurs de la société civile pouvoir être là, présents sur le terrain et soutenir les migrants parce que voilà, les contraintes faisaient que cela devenait encore plus difficile. Donc voilà, ça c'est 4-5 éléments qui ont caractérisé cette année des crises Covid par rapport à la question de la migration. Merci beaucoup Sarah. Emmanuel, ouais, qu'est-ce que ça a voulu dire la crise Covid pour Salvamento Maritimo notamment? Ah, Manuel, désolé, le microphone. Enfin, ouais, le microphone. Merci. À 2018, il y a eu beaucoup de migration. Alors, dans l'année 2019, a descendu la migration. Et depuis le commencement de 2020, avec le Covid, la migration elle a presque disparu. Il y a des autres motivos. Raison, hein. Raisons, oui, des raisons. Frontex, par exemple, et la migration, elle est fermée. Ils ont fait, Maroc, il a fermé. Et là,
envoyé les migrants du nord du Maroc au sud et ils n'ont pas laissé. Alors, dans l'hiver de l'année 2020, on n'a pas eu presque de la migration, je crois, avec le Covid. Et maintenant, il y a beaucoup de migrants qui voyagent en pateras du Maroc aux îles Canaries parce qu'il ne peut pas voyager avec la visa. C'est pas seulement, ils voyagent, c'est pas des migrants seulement qui ont peur pour sa vie, ou ils ne peuvent pas travailler, sinon le pays est fermé et les Marocains, ils voyagent en patera à l'Espagne pour pouvoir voyager de l'île Canaries avec son passeport à l'Europe. Je ne sais pas si elle a changé un peu le moment. Merci Manuel. Merci Manuel, merci Sarah. On souhaiterait maintenant savoir si vous pouviez partager avec nous quelques éléments sur la situation actuelle telle que vous la percevez tous les deux en Méditerranée occidentale. Donc, quelle est la situation à l'heure actuelle sur place? Maintenant, la Méditerranée occidentale, le nord du Maroc, Mar d'Alborán et Gibraltar, c'est fermé avec les militaires. Ils ont fermé. Et j'ai dit avant que Maroc, il a nettoyé, je ne sais pas si c'est bien, et des migrants du nord du Maroc, ils les ont fait descendre au sud du Maroc avec la frontière de l'Algérie et Mauritanie. Et maintenant, ils ont commencé à voyager une autre fois, mais le nord, il est fermé. Alors, ils vont à l'Atlantique pour faire la route maintenant aux îles Canaries, qu'elle n'est pas vigilada. Je ne sais pas comment dire. Contrôlée. Oui. Oui, et si je peux faire la suite de ce qui se passe aujourd'hui aux Canaries, c'est qu'on a vu, donc, avec, comme disait Manuel, il y a eu une réouverture de cette route des Canaries qu'on connaissait déjà en 2006. Au début, il y a eu une réelle violation des droits fondamentaux très importante parce que tous les migrants étaient pratiquement bloqués au port d'Arguiréguine, là où ils arrivaient, où il restait bien plus que les 72 heures de détention qui devraient être faites avant, sans qu'il y ait vraiment une validation du juge, dans des conditions absolument inhumaines et dégradantes au sol. Ensuite, suite à des pressions très importantes de la société civile et des différentes organisations, ils ont été déplacés de là à un autre centre qui s'appelle CATA, c'est le CATA de Barranco Seco, qui, pour ceux qui pratiquent de la Méditerranée centrale, c'est exactement un hotspot où il y a la présence de l'agence européenne Frontex pour prendre des empreintes. Là aussi, sûrement, les conditions sont un peu améliorées parce qu'il y a des lits, mais ça reste quand même un campement militaire perdu au milieu de l'île et il faut toujours vigiler à que les 72 heures dans lesquelles les procédures d'identification doivent être faites ne dépassent pas. Si on regarde par exemple l'exemple de l'Italie, on a dans notre spot de Messina des places de détention qui vont, des durées de détention qui vont jusqu'à 42 jours dans les autres spots. On craint que ces 72 heures peuvent ne pas être respectées. Ensuite, pour l'instant, ils sont transférés dans des centres d'émergence humanitaire qui aujourd'hui sont des hôtels, comme c'était aussi les modèles italiens, éparpillés dans le sud, dans la région de Mogane, dans la ville dans la municipalité de Mogane. Mais apparemment, ces hôtels vont être fermés puisque voilà, il y a de la rébellion de la part des autorités locales. Et donc, je viens de les visiter de l'extérieur, bien sûr, parce qu'ici, l'accès au centre est très compliqué. Ils ont construit 2 nouveaux campements pour un total de 7000 places sur toutes les îles et 6 centres. Les 2 que j'ai pu voir de l'extérieur, un, c'est
des espèces de grands tentes blanches à côté d'une école dans une des quartiers plus populaires de Las Palmas, et l'autre, c'est à l'intérieur d'une zone militaire où il y a aussi des tentes blanches. Voilà, je pense que d'abord, les deux problématiques principales, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ces migrants doivent rester bloqués aux Canaries. Ils arrivent en Europe, ils arrivent en Espagne, ils n'arrivent pas aux Canaries. Certes, ils arrivent sur le territoire des Canaries, mais les Canaries, c'est l'Espagne, c'est l'Europe. Donc, ce qui doit être fait, c'est un transfert immédiat de ces gens. C'est comme si, vous imaginez, on crée des plans de campement à Lampedusa parce que voilà, il fallait laisser à Lampedusa. Donc, ça, c'est la première chose très importante. Il faut faire des transferts immédiats. Donc, la présence de ces gros campements, dont aussi des campements militaires pour les, disons, accueils, ça inquiète parce que ça veut dire que voilà, toujours on décharge aux périphéries de l'Europe la gestion des arrivées et puis bien sûr il y a tout un série de questions par rapport à l'accès à l'asile et donc une situation qui nous préoccupe aussi pour comment on va évoluer, notamment avec quand ces camps vont être ouverts a priori tout début 2021. Merci beaucoup, Sarah. Et on va tout de suite retourner sur la question de l'Atlantique. Je voulais juste te poser une question à toi. Je sais que tu es là en mission pour Human Rights, mais aussi avec des europarlementaires. Je voulais te demander si l'accès a été donné aux europarlementaires, à toi, à ces camps. Malheureusement, pas. Alors, c'est surtout les députés européens qui devraient avoir les droits d'accéder. Ça s'appelle, c'est un droit international. Les députés européens, ils ont le droit de voir tout lieu de détention. Eh bien, c'est pas la première fois en Espagne, mais c'est le seul pays d'Europe où je vois des parlementaires qui se voient nier l'accès dans des lieux d'enfermement avec des excuses multiples. Mais ça, je pense que c'est un point assez important parce que, notamment, si on pense au CAT, que c'est une espèce de hotspot, et surtout, c'était un peu paradoxal voir les agences Frontex, qui c'est une agence européenne qui rentrait sur du camp, et ben, des députés européens élus par la population européenne démocratiquement, ne pas avoir accès à ces lieux pour pouvoir vérifier simplement quelles sont les conditions dans lesquelles les migrants ils sont placés. On parle quand même d'un lieu qui héberge, entre guillemets, 800 personnes qui viennent de débarquer. Donc, voilà, non, un droit des regards ne semble pas trop assuré. Merci. Et on parle quand même de représentants, en fait. Oui, je disais, on va tout de suite retourner à la question de l'Atlantique. Avant de parler de ça, je voulais regarder un peu plus la situation en Méditerranée, en général, pas seulement occidentale, centrale, orientale aussi. Est-ce que vous pourriez tracer une sorte de carte de comment les migrations et les routes de la migration ont changé dans les derniers mois? On est surtout intéressé aux conséquences des politiques des externalisations de frontières. On a beaucoup travaillé sur ça, à cette idée des îles périphéries et à cette idée on pousse de plus en plus les frontières externes de l'Europe à l'extérieur de l'espace politique européen lui-même, et qu'est-ce que ça entraîne en tant que conséquence pour les routes migratoires. Merci. C'est pour moi? Les deux. Les deux. Moi, je veux de salvamento marítimo, seulement je peux dire qu'elle a changé, la migration a changé. On a vu que tout le nord de la Méditerranée, Mar d'Alborán y Estrecho, il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de bateaux militaires, ils ont fermé, ils ont fait une frontière sur l'eau et c'est impossible faire traverser. Alors, les migrants, ils ne peuvent pas traverser. Ils ont cherché une autre route que c'est de l'Atlantique. L'année passée, en 2019, ils ont commencé à traverser juste en face des îles Canaries, et de Tantam ou Tarfaya. C'est la route plus prochaine aux îles Canaries, 50 milles. C'est moins aussi que de Melilla à l'Espagne. Ce sont 100 milles. Ils ont commencé à traverser juste en face des îles Canaries et je crois qu'ils ont renforcé cette zone et ils ont commencé à chercher une autre route plus longue, plus dangereuse, de 100 milles qu'il y a en Alborán, 50 aux îles Canaries juste en face, et maintenant ils font
Dakhla jusqu'aux îles de Canaries, 230 000. Ce sont 400 kilomètres. C'est beaucoup sur l'eau et dans ces petits bateaux. Oui, si moi je peux, effectivement, c'est exactement ce que nous on observe. Je pense qu'il y a multiples raisons pour ce déplacement des routes. Tu l'as dit très bien, Manuel, déjà la vaille à la frontière de Ceuta et Melilla a été élevée de 4 mètres, donc ça a rendu difficile. Il faut aussi rappeler qu'entre-temps, le Maroc est devenu une des premières bénéficiaires du Fonds fiduciaire pour l'Afrique, donc du budget européen, et principalement avec des projets de ce qu'on appelle border management, donc de gestion des frontières, donc tout ce que c'est la sécurisation des frontières, qui a poussé donc des migrants à partir plus au sud. Et c'est exactement la même raison qui ont poussé plus au sud en 2006, quand Ceuta et Melilla était, la frontière a été levée. Et je pense qu'il y a aussi des éléments, comme on l'a toujours vu, géopolitiques aussi, dans l'intérêt aussi du Maroc de laisser ouverte cette voie, bien qu'elle soit une région très militarisée, pour négocier avec l'Union européenne sur d'autres dossiers. On voit aussi très bien une autre ouverture ou renforcement d'une autre route, celle de l'Algérie vers l'Espagne aussi, et ça on l'a vu comme conséquence de la fermeture de la route de la Sardaigne, dans le sens où on a toujours vu des bateaux partir de Annaba vers Cagliari. La Morgese a volé Alger, ils ont ouvert un centre de rétention en Sardaigne, menaçant les renvois, parce qu'apparemment la réponse semble être par tous les États membres, les renforcements des renvois. Et donc on a vu, si on regarde les chiffres des arrivées en Espagne, une augmentation assez importante du nombre des Algériens. Et d'ailleurs, récemment, du centre de rétention du CIE de Barcelone, des Algériens ont été expulsés en bateau vers l'Algérie. Donc là aussi, la réponse reste malheureusement toujours la même. Et peut-être un élément que moi, je tiens toujours à rappeler, on renforce aussi une autre pratique. Alors là, on passe la Méditerranée centrale, mais cette année était l'année où un migrant sur 2 parties des côtes libyennes a été refoulé en Libye. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de renforcé. Donc là, on est vraiment 1 sur 2. Ça veut dire que les gardes-côtes libyens, les disons gardes-côtes libyens ont été renforcés, et pas que par l'Italie. Aussi, Malte, en 2020, est rentré avec un nouveau accord Malte-Libye. Et pour terminer, les cas de la Méditerranée, Grèce-Turquie, là aussi en diminution des arrivées, mais qui relève plutôt des pratiques de refoulement illégaux de la Grèce vers la Turquie, qui ont fait l'objet de grandes discussions à ces moments quant au rôle de l'agence Frontex qui était là présent pendant ces opérations de refoulement. Donc voilà, juste pour faire un cadre de toute la Méditerranée par rapport au changement des routes. Merci Sarah, merci Manuel de nous avoir brossé ce tableau d'ensemble. On souhaiterait maintenant revenir avec vous sur le sauvetage en mer et avoir votre vision de ce qui se passe actuellement en termes d'opérations de sauvetage en mer, s'il y en a, et où les gens atteignent un port sûr dans les zones dans lesquelles vous êtes à l'heure actuelle, que ce soit Almeria, Tarifa. Est-ce qu'on a du sauvetage en mer à l'heure actuelle et vers où les gens se dirigent? Vanessa, je te la laisse parce que le sauvetage, c'est bien toi l'expert. Non, ici dans la Méditerranée, le sauvetage continue. C'est à peu près comme l'année 2016, 2015, à peu près. Et ça continue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de migrants d'Argéliens, mais bon, aussi c'est dans quelques moments dans l'année, depuis septembre à décembre, je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est le bon temps. Et c'est le moment qu'il y a beaucoup de migrants argéliens. Dans l'hiver, ça s'arrête, et dans l'été, il y a des Argéliens, mais c'est pas beaucoup. C'est maintenant de septembre à décembre, janvier à peu près. Mais ça continue. Dans la Méditerranée, ça continue. Et je sais pas, c'est normal. C'est une situation normale
comme depuis 30 ans avant. Hein, les migrants, ils traversent de l'Afrique à l'Europe. Ça fait au moins 30 ans et c'est normal maintenant. Une situation normale. Moi, peut-être que je peux faire un peu l'autre côté de la Méditerranée. Effectivement, merci. Salvamento Marítimo, il y a vraiment un engagement de la part des Salvamento Marítimo à sauver des vies. Mais par contre, malheureusement, beaucoup de naufrages se sont produits proches des côtes de départ. On a vu vraiment, on a vu les mois de septembre, de nombreux accidents, notamment au large des côtes de Dakhla, mais aussi des côtes marocaines. Il y a aussi eu beaucoup de naufrages au large du Sénégal, avec un peu de temps 480 personnes disparues en mer. Et tout récemment, hier, un dernier naufrage au large des côtes du Maroc avec 9 disparus. Et apparemment, dans ces bateaux, il y avait aussi des femmes et des enfants. Donc, bien qu'effectivement, et ça, il faut les saluer, l'action de Salvamento Marítimo côté espagnol est vraiment très active. Ils sont là pour sauver des gens. Les naufrages continuent à se produire, notamment proches des côtes de départ. Et aussi, en Méditerranée centrale, on compte plus ou moins 1000 morts. Avec notamment en avril et en septembre une série de gros naufrages qui se sont produits. Donc voilà, les bilans restent tragiques. Oui, merci Sarah. Oui, la prochaine question, c'est en fait par rapport à l'Atlantique, à l'augmentation de départ en Atlantique, le nombre de bateaux qui arrivent aux Canaries, le nombre de bateaux qui n'arrivent pas aux Canaries, et aussi quelle est la procédure une fois que les demandeurs d'asile arrivent aux îles Canaries. On a déjà commencé à parler de tout ça, mais je voudrais quand même vous poser cette question de manière plus spécifique. Pour cette question, je demanderais si possible à Manuel de partager les photos des derniers sauvetages en mer qui sont passés aux îles Canaries, à Gran Canaria, je pense surtout, de Salvamento Marítimo. Et je voudrais aussi vous demander, si possible, au niveau technique, sinon on peut le faire avant la fermeture de notre épisode, enfin avant qu'on clôture cet épisode, de nous montrer peut-être sur Google Maps comment ça se passe. Vous avez parlé aussi au niveau de 1000 des 3 différentes routes en Atlantique, Manuel, je veux dire. Et je pense que c'est important parce que c'est clair, pas tout le monde a une conception géographique des routes. Oui, je peux essayer. Je peux ouvrir Google Maps et je peux faire un peu la route. Ouais. Non, C'est vrai, je pense que ça aiderait nos spectateurs. Je vais vous montrer des photos de mon bateau et comment on travaille, une petite explication de comment on travaille. Et on voit le bateau, on voit les copains du travail, on voit les différents bateaux de patera avec qui viennent les migrants. Et je fais une petite photo de mon moment de travail. D'accord? Et je vais essayer. Allez. Non, tu dois me habiliter pour partager. C'est bien? Ah, vale. Sí. C'est moi. C'est moi, mon syndicat, celui-là. Et Salvamento, c'est le logo de Salvamento Marítimo. Celui-là, c'est mon bateau. C'est un bateau de 32 mètres. Et maintenant, cette photo, c'est aux Canaries, dans le port de Puerto Rico. Dans ce bateau, on travaille 8 personnes. C'est quelques photos du bateau. Celui-là, si vous voyez ici, derrière du bateau, c'est des migrants. Il est plein de migrants. À peu près 200 personnes. On arrive, voilà. Toutes les photos de maintenant, ce sont aux Canaries du mois de novembre. Et ça fait 3 mois avant, je sais pas, en septembre, en octobre,
il y avait seulement un bateau comme celui-là. Non? Maintenant, depuis du syndicat, on a hemos pedido, comme on dit, on a demandé avoir plus de bateaux parce qu'il y a beaucoup de travail et on doit descansar, comment on dit, pour dormir un peu plus, parce qu'on est très fatigué. Alors, premier, ça fait 3 mois, il y avait un bateau, 2 mois après, un autre bateau, et ce mois, en novembre, il est arrivé un 3e bateau. Maintenant, on mélange le bateau et il sort un bateau. On fait des bueno, turnos. Je ne sais pas comment dire, turnos, non? Oui. C'est des photos, des belles photos. Et ça, c'est l'intérieur du bateau. On dirait qu'on va aller à la Lune. Ça, c'est les GPS, ça c'est un radar, ça c'est notre radar, ça c'est pour voir le moteur s'il marche bien. Et voilà. Ça c'est l'intérieur du bateau où on travaille et on peut faire des rescats. On voit ici le radar, GPS, plotter. Ça c'est très important pour nous communiquer à UHF, la radio. On a reçu des avis si vous pouvez lire ici, emergencia con número indeterminado de personas a bordo, a la deriva o navegando en precario desde la costa africana hacia las Islas Canarias, buques en la zona extrema en vigilancia. C'est notre appareil qui dit ce qu'il y a dans la mer, les accidents qu'il peut avoir dans la mer. C'est des petits bateaux avec des migrants ou c'est un bateau de pêcheur qui a feu ou il est mal. Ici, toute l'information du mar, il vient ici. Ça, c'est mes copains et moi. Avant d'aller à une patera, dans l'intérieur du bateau, ce copain, il s'est mis les gants. Et après, on s'habille avec ça, les vêtements blancs, le casque, les gants, et comment on dit ça, les masques. Hein? Les masques, oui, les masques. Et on est déjà préparé pour faire le sauvetage. Ça, c'est j'ai oublié une photo. Les différents bateaux qu'il y a, qui viennent les migrants, ça, c'est des Marocains, c'est le bateau où ils viennent des Marocains, Patera. D'accord? Patera, c'est ce modèle où on va voir les différents modèles de bateaux. Les Patera, c'est marocain. Dans ce bateau, il vient à peu près 20, 25, 30 personnes. D'accord? Et les Marocains seulement. Et la route qui fait les Marocains, ce sont à peu près 230 milles de Dakhla. Ils sortent de la plage de Dakhla. 230 milles, ce sont 400 km. Ça, c'est notre modèle de bateau. Ça, c'est un cayuco. Mais c'est un cayuco de plastique. Ils viennent des Africains, ce sont des Africains, 6 ou 7 mètres de long et à peu près 50 personnes. Ils viennent dans ce bateau et ils sortent de Mauritanie. Et l'autre modèle de bateau de migrants, c'est le cayuco. Celui-là, il est petit. Je n'ai pas trouvé un cayuco plus grand. Mais normalement, ils sont de bois. Si tu vois, c'est de bois, de couleur jaune, bleu. Celui-là est seulement bleu, mais de beaucoup de couleurs. Ce sont plus grands et à peu près, ils viennent 100 personnes. La différence,
Petit bateau, 25-30 personnes marocaines. Patera. Cayuco, de plastique blanc et avec la forme de banane. Cayuco, de Mauritanie. Et comme une banane de couleur, Sénégal. Ça, c'est Sénégal, oui. Oui, c'est la différence des bateaux. Et le numéro de personnes, 25, 50 et 100. Sénégal, 100 personnes. Mauritanie, 50. Maroc, 30 à peu près. Sénégal, il tarde en arriver, si tout va bien, 7-8 jours. Ce sont 700 milles, 1400 kilomètres à peu près. Et combien Après, de jours? Pardon? Combien de jours de navigation, les trois? Les Marocains, à peu près 3 jours. Sénégal, Mauritanie, 5 jours. Et 7-8 jours, Sénégal. Maintenant, 95%, ce sont Marocains. Il y a très peu des Africains qui viennent. Très peu. Et aujourd'hui, je crois qu'il est arrivé à l'île de Hierro. El Hierro. De Mauritanie. Il partait de Mauritanie. Mais voilà, c'est normal. Normalement, les Cayucos, ils arrivent à Tenerife et à El Hierro. Et on va voir après si je peux vous montrer un peu la route qu'il fait. Et il faut voir la côte de l'Afrique et où sont les îles de Canaries et le vent qu'il y a. Et on peut voir pourquoi ils arrivent à Tenerife, les Cayucos du Sénégal, pourquoi ils arrivent à El Hierro ou à Tenerife. On prend les migrants. Maintenant, je vous vais aussi montrer une vidéo. C'est le dernier, une vidéo. On le fait assis ici derrière du bateau. Et une autre photo. Ici, il y a plus de jours. C'est ici à peu près 200 personnes. Non, 200, non. Ici, 200, non. Moins. Il y a moins. Et ici, il y a un copain. La pointe de la mousse, on la voit? Tu la vois ou non? Oui, ouais. Oui, il y a ici une copain derrière. Ils sont ici. Et on va essayer le vidéo si on peut le voir. On va essayer. Il veut pas? Peut-être pas. Je peux essayer de le montrer moi-même. Attends. Et je peux le chercher. Ce que je vous propose, Katerina, Manuel, Sarah, il nous reste 1 minute sur ce lien. Donc, on va terminer cet enregistrement. Ça va vous laisser le temps de trouver la vidéo et on reprend avec le même lien. D'accord? Ah, il ouvre, il s'ouvre. On le voit ou non? Oui. Ça, c'est un cayuco qui vient du Sénégal. C'est un moment très difficile parce que le petit bateau bouge beaucoup. Les personnes qui sont dans le bateau petit, ils veulent tous venir à mon bateau. Il peut tomber le bateau petit.
Oui, peut-être rapidement, parce que pour chaque lieu de départ, il y a une réponse qui est différente, qui est menée par l'Espagne avec les soutiens de l'Union européenne. Donc, la réponse, comme je disais, c'est toujours d'essayer de renvoyer ces personnes et de firmer des accords de réadmission. Donc, pour l'instant, l'Espagne a un accord avec la Mauritanie qui leur permet de renvoyer pas simplement des Mauritaniens, qui d'ailleurs sont très peu dans ces bateaux, mais tous ceux qui sont partis des côtes de Mauritanie. Donc, il y a eu plusieurs vols d'expulsion vers la Mauritanie. Il y a eu plusieurs visites au Sénégal pour signer un accord qui permet l'expulsion. Et là aussi, le 20 novembre et tout récemment, d'abord les ministres des Affaires étrangères espagnols et ensuite la commissaire Johansson sont rendus au Maroc pour pouvoir là aussi pousser le Maroc à accepter des vols de retour. Et hier, la nouvelle, c'est qu'une vingtaine de Marocains ont été renvoyés par vol à la Youn. Juste, je pense que c'est important de dire, donc, pour les différents points de départ, des réponses qui sont sous la même ligne, essayer de renvoyer les personnes qui sont arrivées et qui, bien sûr, sont différents en fonction de la réponse différente des États du coin africain des trois pays. Merci beaucoup, Sarah. Et est-ce que, Manuel, tu peux déjà nous montrer les routes au niveau de la carte géographique? Ah, on va essayer, si. On va essayer, a ver. Merci beaucoup. A ver, on va essayer. Et j'imagine les trois routes, c'est aussi par rapport aux trois types de bateaux qui tu viens de nous montrer, les Patera, les deux types de Cayuco, de Mauritanie et de Sénégal. Et sur le nombre de milles, c'est différent, autant que le nombre de jours de navigation. Pardon, je n'étais pas. Je suis avec ça, avec le. Ah, the share screen. Virginie. Peut-être entre-temps que Manuel il cherche, juste, je vous annonce qu'à la fin de cette semaine, vous trouverez sur le site de Euromed Droit un reportage photo qu'on a pu faire dans ces jours ici. Donc, on a pu assister à l'arrivée des trois pateras à bord d'un bateau de salvamento marittimo, c'était trois pateras du Maroc au port d'Arguineguín. On a pu voir de l'extérieur ces camps, mais qui rendent bien l'idée de quoi il s'agit. Et demain, d'ailleurs, on va se rendre au cimetière parce qu'il y a une partie de l'histoire qui, pour nous, et c'est toujours très important, c'est les disparus, c'est qu'ils n'ont pas de noms et auxquels nous, on veut donner une histoire. Ouais, les disparitions forcées, c'est bien entendu des noms en sujet. Donc voilà, au niveau des photos, je n'ai pas pu encore les télécharger, mais vous le trouverez sur les sites et je vous passerai les liens. Merci. Donc, on disait les pateras du Maroc, 20-30 personnes plus ou moins, 230 000. Tu vas nous montrer les cayucos en plastique d'un couleur plus ou moins 50 personnes, ça vient de Mauritanie. Oui. Combien de milles de Mauritanie? Un moment, je le cherche. Un moment, je te dis. Oui. Je sais pas. Je sais pas maintenant. Je sais pas. J'ai écrit. Je sais pas où. Je cherche maintenant. Allez. Ah ouais. On peut voir. Ils ont commencé dans l'année 2019. On a commencé la nouvelle route d'ici de Tantam et de Tarfaya, que c'est ici. Ici, c'est la prochaine. C'est le. Comment dire, le plus prochain. Les points les plus proches aux côtes. 50 000. 50 000, ce sont 100 km. Ça, ce morceau, ce sont 100 km. D'accord?
dans l'année 2019. Et hier ou avant-hier, il a eu un accident, une patera, il a tombé, il a coulé ici de Tantam, ici, à peu près par ici, ça fait un par de jours. Alors, dans l'année 2019, ici, il sortait de ces plages, de Tantam et de Tarfaya, jusqu'à Fuerteventura ou Lanzarote. Et maintenant, ils arrivent d'Akla, d'ici. Et maintenant, c'est très facile parce qu'ils font avec nord, ils commencent la route comme ça, nord, 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 et c'est à peu près facile. Avec le GPS, comment on dit, brújula, compas, avec un compas. Et ils arrivent jusqu'ici. Ici, il y a 230 milles. Ici. Après, de Mauritanie, on va chercher, c'est ici, Nadibou. Il sort de Nadibou. Mais maintenant, c'est un peu plus à l'ouest de l'Afrique. Et maintenant, mais c'est près, la route, c'est presque la même que d'ici de Dakhla, au nord, et presque ici, c'est au nord. Mais on se doit rappeler que maintenant, depuis l'été jusqu'à février à peu près, il y a les vents alisios. Ce sont des vents qui viennent d'ici, du nord, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ils tournent à l'Atlantique. Cristóbal Colón, en octobre, il est parti, il est allé à l'Amérique avec ses vents. Alors, ce sont des vents qui viennent d'ici du nord, ils arrivent aux îles Canaries et ils tournent comme ça à l'Atlantique. Alors, si tu sors d'ici de Dakhla et tu commences la route, c'est difficile que le vent, tu as moins de morceaux pour faire dans le bateau et le vent actúa menos tiempo. Et même moins de temps. Oui, même moins. Il réduit le temps. Oui, et ici, tu es un peu plus loin et le vent, ce vent, c'est pas le même. Celui-là, c'est un vent du nord. Et le vent du nord te fait aller moins vite parce que tu l'as juste en face. D'accord? Mais ici, de Nadibou, le vent commence le vent, il te fait aller à gauche. Toi, tu fais nord, mais le vent, il te fait aller à gauche et à l'Atlantique. Mais tu peux arriver ici, à Las Palmas ou à Tenerife. Parce que on a un problème ici. Quand tu sors d'ici ah non, d'ici non. A ver. Nadibou, San Luis. Ici. De Dakar à San Luis. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que ça nous éclaircit beaucoup les idées. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, on peut continuer avec la prochaine question, si on veut bien. Oui, merci Caterina. Donc, prochaine question, davantage reliée aux relations qu'il peut y avoir en termes de coopération, notamment lorsqu'on parle de sauvetage en mer avec les gardes-côtes, avec Alarm Phone et autres. Est-ce qu'il y a une coopération mutuelle et à quoi ressemble-t-elle? Ça, c'est notre première question. Et puis, deuxième question, aussi pour Sarah, la présence de Frontex aux frontières extérieures de la Méditerranée, de l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la collaboration qui existe avec Frontex ou pas?
Moi, je peux commencer par Frontex et je laisse Bien à sûr. Manuel la coordination entre les différents acteurs du D'accord. sauvetage parce que c'est eux qui font du sauvetage. Parfait. Alors, juste pour rappeler, parce que je reviens toujours à 2006, mais bon, la route des Canaries a commencé en 2006, c'était refermé ensuite. Et une des façons, autres au vol d'expulsion à cette époque vers Banjul, parce qu'il partait même depuis la Gambie, jusqu'à et puis Sénégal, Mauritanie, était celle de réactiver des vols de retour, mais aussi c'était celle de commencer l'opération ERA. Donc l'opération ERA consistait avec des présences des bateaux de Frontex au large des eaux sénégalaises et mauritaniens. Je rappelle que le droit de quitter son propre pays, c'est reconnu par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, placer des bateaux européens pour empêcher le départ, c'est la violation de l'article 13. Cette opération a duré jusqu'à 2018 et puis ça s'est arrêté puisque je pense que voilà, il n'y avait pas beaucoup de mouvements et notamment il n'y avait plus du tout de départ des côtes sénégalaises et mauritaniens. Donc aujourd'hui, Frontex n'a pas encore, il essaie de réactiver cette opération ERA, n'est pas encore en cours, en sachant que par contre, même dans des cadres au-delà de l'opération ERA, on le sait très bien avec les nouveaux mandats de Frontex, il y a des collaborations tout court avec les pieds-terres, même à l'extérieur de ces cadres de l'opération ERA. Par contre, aujourd'hui, il y a une opération de l'agence Frontex qui s'est faite sur les îles Canaries. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, des opérations qui rappellent les mêmes qu'ils font dans les hotspots italiennes et grecques, donc briefing, screening, identification, donc prise des empreintes, soutien aux autorités espagnoles dans la prise des empreintes, de l'identification, dans la compréhension des routes. Donc concrètement, cette agence, elle est là pour voilà, dans cette opération aux Canaries et des informations qu'on a même des journaux, il y a une tentative de réactiver l'opération ERA. Et puis, de façon plus globale, le rôle de l'agence Frontex à niveau européen est celui de renforcer et de soutenir les États membres dans les opérations de retour. Et ça ne vaut pas forcément pour l'Espagne en particulier, mais ça vaut pour tous les pays européens. Merci Sarah. Et donc, Manuel, la parole est maintenant à toi pour nous parler de la coopération que vous avez avec donc les gardes frontières, les gardes-côtes, on en a parlé, et puis aussi d'autres mécanismes du type Alarm Phone. Hier soir, j'ai eu une vidéoconférence avec Alarm Phone et il parlait avec une coopération avec une nouvelle ONG allemande qui veut participer dans la mer aux îles Canaries. Et moi, j'ai parlé avec eux et j'ai dit que, pas moi, Manuel Capa, sino Manuel Capa comme CGT. On va dire non. On veut pas une ONG dans la mer. Dans la mer, dans l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'on a un organisme, c'est Salvamento Marítimo, c'est public, civil, et nous, on demande plus de travailleurs, plus de bateaux pour travailler sur l'eau. Je vais faire un exemple. Si l'hôpital ne marche pas, un hôpital ne marche pas, on fait pas un contrat avec Médicos Sin Fronteras. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit payer plus de docteurs, on doit avoir plus de médecins, on doit renforcer l'hôpital et pas faire des volontaires un travail sur l'eau. Les ONG, on voit qu'ils font un bon travail où il n'y a pas des bateaux qui aident aux personnes dans la Méditerranée centrale. Et c'est bon, Sea-Watch, Open Arms, el Aitamari. Hier, dans la vidéo, Íñigo Mijanco de Salvamento Marítimo, il était il a dit, égal que moi, on doit renforcer Salvamento Marítimo espagnol parce que
parce que l'Espagne, il a ce service. Ça fait 2 ans avec le bateau Open Arms. Après, après, il n'y a pas de travail pour eux. Il n'y avait pas de travail dans la Méditerranée centrale. Ils sont venus à l'Espagne. Ils ont fait comment dire, un contrat avec l'État pour travailler dans le Mar d'Alborán. Et nos travailleurs de Salvamento Marítimo, on avait beaucoup de travail. Et du syndicat, on a demandé avoir plus de bateaux, plus de personnes pour travailler et faire un bon travail et seguro, comme on dit. Sécurité. On cherche ça. Maintenant, vous avez vu, on a fait un travail très bon du syndicat parce que avant, il y avait un bateau à Canaries, maintenant, après 2, maintenant 3. Et on a conseguido que l'État avoir plus de l'argent, 2,5 millions d'euros pour contratar. Embaucher. Comment? Pour embaucher. Embaucher, c'est là. Pour embaucher plus de personnes. Et c'est ce qu'on veut. La ONG, il faut un bon travail, mais pas dans le mer SAR, la zona SAR espagnole. Dehors, oui. Dans la zona SAR espagnole, non. Et la coopération avec Frontex, on n'a pas une coopération. Frontex, c'est difficile d'expliquer. Nous sommes un système civil, mais Frontex da la orden, non, coordina de una forma indirecta, de una forma indirecta. Da la orden a capitán marítimo a la torre de salvamento marítimo. Vous comprenez? Oui. ¿Sí? Le militaire donne una orden capitán marítimo, civil. El capitán marítimo a la torre de salvamento, civil. Y el barco, civil. Mais la primera orden es militar. La ejecución final es militar. Desde Salvamento Marítimo, o sea, desde CGT Salvamento Marítimo, nos hemos quejado de la militarización de Salvamento Marítimo. Eso no quiere decir que nos pongan una escopeta o una metralleta o una pistola en las manos, pero las órdenes son militares. Ouais, merci beaucoup pour cette clarification. Donc, ton point de vue, bien entendu, c'est que les sauvetages en mer, ça devrait quand même rester une responsabilité de l'État, quand même dans les eaux de l'État, enfin, dans les eaux nationales. Et oui, et que par contre, et surtout, on a quand même 2 ONG, Íñigo Mijangos et Oscar Fernandez ont participé à la dernier épisode de Other Side Europe. On les connaît très bien. Moi, je vous parle d'Andaï. Eux, ils étaient jusqu'à il y a quelques jours à Pazares, donc on était vraiment à côté. Il y a aussi Open Arms, avec qui on vient de parler. Et bien entendu, l'idée, c'est que où il y a Salvamento Marítimo, il n'y a pas besoin d'eux. Surtout pour Aita Mari, qui est un bateau qui a même part de l'océan Atlantique, enfin de la côte basque à l'océan Atlantique, et qui quand même fait des opérations de sauvetage en Méditerranée, bien entendu parce qu'on sait qu'en Atlantique, ou quand même dans la zone en Atlantique d'opération, enfin dans les eaux espagnoles, nationales, il y a déjà vous. Et je sais, parce qu'on s'est parlé beaucoup dans les derniers temps, que le CGT, les syndicats de Salvamento Marítimo, a beaucoup lutté exactement pour avoir plus de bateaux et plus de gens présents dans les bateaux, pour ne pas être trop fatigués et assurer qu'il y a un travail fait en sécurité de sauvetage. Et la prochaine question, et peut-être tu peux nous remontrer sur Google Maps quelle est la zone dont on parle, enfin la zone d'eau nationale de l'Espagne.
c'est par rapport, et pour Sarah aussi bien entendu, c'est par rapport au droit maritime international et comment ça change votre travail pour Manuel Capa et les droits maritimes internationaux, comment, si c'est respecté ou pas dans cette opération de sauvetage. Voilà pour ça. Merci. Je te montre, tu peux répéter, qu'est-ce que tu veux Parce que tu parlais des eaux nationales espagnoles. Oui. Je vais essayer de le chercher. Il n'y a pas beaucoup de photos, mais ici, attends. On peut peut-être commencer par ça, si tu veux. Oui, je vais essayer de montrer. Maintenant, je ne peux pas écrire ici, mais Mauritania. Okay. La zone sale, c'est à peu près, il vient d'ici du nord, et il arrive jusqu'ici, comme ça. Oui. Et cette part, c'est du Maroc. Et celle-là de Portugal. Je vais essayer de chercher. A ver. Je vais essayer. Oui, et pendant que tu cherches, peut-être, Sarah, comment les droits de la mer, c'est respecté ou pas? Quelles sont les politiques européennes, les politiques des États, etc. Moi, je pense que si on parle des violations du droit maritime, c'est là ça caractérise beaucoup plus la Méditerranée centrale et fait écho avec ce qu'il disait Manuel tout à l'heure. Les ONG ont décidé, alors pour avoir aussi beaucoup côtoyé avec eux, d'intervenir en mer parce qu'en mer, il y avait un vide. Et ils ont décidé d'intervenir en Méditerranée centrale parce qu'il y avait un vide et à la fois, on voyait déjà comment, à niveau de l'Italie, on poussait pour que ce soit les Libyens à intervenir et nous, comme les ONG, ils pensent que Tripoli, ce n'est pas un port sûr. Et donc, on ne considère pas ça des interceptions, on considère ça des refoulements par procuration parce que les gardes-côtes, ils interviennent avec des moyens donnés par les autorités italiennes, par des moyens, par des formations, etc. Donc, effectivement, s'il y a une violation des droits internationaux maritimes et donc du principe de non-refoulement, ça produit en Méditerranée centrale, mais ça produit, comme je le disais tout à l'heure aussi, à la frontière entre la Grèce et la Turquie, où quand on voit des bateaux qui sont renvoyés vers la Turquie, il s'agit d'un refoulement. Heureusement, et là je pense encore pour un rôle central des acteurs de la mer en Espagne, on ne voit pas des procédures de refoulement en océan Atlantique. On voit par contre des procédures de refoulement au niveau des Ceuta et Melilla avec ce qu'on appelle des devolution en caliente, donc des personnes qui sont renvoyées du côté marocain. Donc on ne viole pas les droits maritimes parce que ça ne s'agit pas de la mer, on vole les droits internationaux. Mais c'est renforcement des capacités des gardes-côtes marocains à la fois et aussi cette présence des agences européennes au large des côtes sénégalais, on peut en quelque façon être assimilé à cette logique de la procuration qui est faite parce que c'est bien sûr avec de l'argent européen que tout cela s'est produit. Donc voilà, ça c'est un peu la réalité. Bien sûr, heureusement, et ça je le répète, c'est aussi parce que Salvamento Marítimo intervient là où il faut intervenir. Et donc ça, à la fois, il ne crée pas un vide. Et d'ailleurs, les naufrages se produisent principalement près, comme je disais, près des côtes de départ. Et il y a pas et du coup, la technique des réponses, c'est des retours, des expulsions une fois qu'ils sont arrivés sur les côtes des Canaries. Donc ça, c'est pour ça aussi que les tentatives, une espèce d'obsession au retour, c'est aussi parce que heureusement, ne se produisent pas des refoulements parce que c'est Salvamento Marítimo qui intervient et sauve les personnes. Oui. Merci. Vous voyez l'image? Oui, tout à fait. Mais regardez ce que c'est la zone sale espagnole. C'est ça en bleu. Et le Canaries, c'est ça, c'est très, 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 très grand. Ici, ça c'est Mauritanie. Ce coin ici, c'est Mauritanie. Et c'est très, très grand. Et il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi on arrive jusqu'à la côte du Maroc. Ce sont des accords internationaux. Ce n'est pas l'eau de Maroc ou l'eau, c'est des accords internationaux. Pourquoi on doit, Portugal, il arrive jusqu'ici parce qu'il a une île.
Pourquoi Maroc? Je ne sais pas, c'est des accords internationaux. Ici, dans l'Estrecho et la Méditerranée, c'est un numéro, je ne sais pas si vous vous rappelez, el paralelo 35-50. Vous connaissez, c'est la ligne qui sépare la zone espagnole du Maroc. Ici, c'est ça, cette ligne. Et maintenant, aux îles Canaries, on a beaucoup de mer. C'est pour ça qu'ici, au Gran Canaria, il y a un avion qui cherche, il fait des vols ici, il cherche. Mais c'est très grand la zone SAR. Si je peux faire une comparaison avec un autre État qui a un très grand zone SAR, mais qui agit pas de la même façon qu'aux Canaries, c'est Malte. Malte a une énorme zone SAR, mais on assistait dans les temps vraiment à ce qu'on peut appeler presque une mission de secours, dans le sens très peu d'intervention et même, je le rappelle parce que c'est un cas exceptionnel et qui rappelle la criminalisation aussi des marées marchandes. C'était un cas danois cet été qui a sauvé des migrants parce que Malte l'avait envoyé à sauver les migrants et les a bloqués. Ils l'ont laissé 15 jours sans pouvoir s'approcher des côtes maltaises, bien qu'ils avaient été sauvés dans les zones SAR maltaises sous une signalation des Maltes. Donc, pour rappeler aussi qu'il y a des États qui ont des grandes zones SAR et qui ne respectent pas les droits internationaux, du coup, en faisant du sauvetage dans les zones SAR des compétences. Et pendant des années, c'était l'Italie qui intervenait dans cette zone. Merci Sarah, merci Manuel pour ces perspectives très intéressantes sur les frontières maritimes nationales et internationales. Vous avez beaucoup évoqué, et l'un et l'autre, les lieux de départ et de transit des personnes qui sont en situation d'exil. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de façon très générale pour donner une idée aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, les pays de départ de ces personnes qui sont en situation d'exil, et si vous pouviez aussi nous donner un peu plus d'informations sur leur âge et éventuellement aussi les dimensions de genre pour les femmes qui sont dans ces situations. Moi, je peux parler très peu de ça parce que je connais pas, je parle pas beaucoup avec les migrants, mais on voit que les Marocains ils sont très jeunes. Les Africains aussi, mais ils sont un peu plus grands que les Marocains, ce qu'on peut voir. Hein. Et les pays marocains, Mali, Ghana, Sénégal, et je ne sais pas plus. Je sais pas. Non, je confirme donc qu'il y a beaucoup effectivement des Marocains, hein, c'est la majorité de ceux qui arrivent avec un départ d'Dakhla et en provenance un peu de tous les Maroc. Il y a principalement des jeunes, mais il y a aussi, et ça je peux le témoigner directement, vous le verrez dans notre reportage, des femmes. Hein, d'ailleurs, dans les bateaux auxquels j'ai assisté au débarquement, il y avait 5 femmes, 2 très petits enfants et des mineurs. Donc voilà, ça, et bien sûr aussi des âgés autour de 30 ans. Donc voilà, c'est en minorité la présence des femmes, mais je peux témoigner d'avoir vu des femmes parce que je les ai vues débarquer devant mes yeux. Pour ce qui concerne les pays de l'Afrique subsaharienne, ils partent de la Mauritanie, mais il n'y a pratiquement pas de Mauritaniens. Par contre, des côtes de Mauritanie, il y a aussi pas mal de Maliens. Qui, vous savez, c'est un conflit en cours, un conflit qui s'est pérennisé depuis des années, et qui donc, au vu, avant, il passait soit par la Libye, soit par Ceuta et Melilla, 2 routes qui deviennent alors une fermée, l'autre très difficile, et donc, effectivement, on en voit arriver, et sinon des jeunes Sénégalais, et juste, je rappelle sur les Sénégal et sur les raisons de départ, parce que je trouve que c'est toujours important, parce que ça recoupe aussi avec la politique internationale économique. La raison, comme c'était aussi en 2006, c'est aussi très lié aux accords de pêche. Les grosses compagnies, entreprises qui vont à pêcher dans les eaux du Sénégal, ils sont en train de tuer la pêche artisanale qui est une des raisons des vies
de beaucoup de Sénégalais. Donc, je pense, et pour moi, ça c'est un message qu'on véhicule toujours. Tout d'abord, avant d'être obsédé par la politique des retours, il faudrait tout d'abord penser aux politiques étrangères et notamment des politiques commerciales qui causent aussi ces départs. Et deuxièmement, qu'il y a seule une façon pour éviter que les personnes prennent la mer et risquent leur vie, c'est celle d'ouvrir des voies légales et sûres d'accès au territoire européen. Et bien là, si on regarde les pactes qui sont en discussion en ce moment, les pactes européens, on est bien loin de l'ouverture des voies légales d'accès au territoire il n'y a pas simplement très peu sur les voies légales, mais tout ce que c'est la politique des visas est directement conditionnée à la performance sur les retours de chaque État. Donc, par exemple, si le Maroc ne se comporte pas bien, et ça, on l'a vu bien quand il y a eu les visites internationales qui ont menacé le Maroc, s'il n'acceptait pas des vols de retour, de fermer les très peu de visas qui ont été donnés. Donc, déjà très peu de voies légales. Et deuxièmement, les peu qu'il y a sont à risque d'être diminués s'il n'y a pas une acceptation des vols de retour. Donc, bien sûr, je pense qu'il faut aussi donner des réponses pour que les personnes ne risquent pas leur vie et ne se trouvent pas dans ces situations. Et ben, les voies légales, c'est sûrement la réponse. Et on ne parle pas de quelques centaines. Je pense qu'il faut être aussi cohérente avec un contexte du monde qui voit la migration comme un phénomène structuré, historique, et que donc il faut être conséquent aussi pour ce qui concerne l'accès au territoire. Merci beaucoup, Sarah. Ça va être en fait notre dernière question, celle sur le pacte européen de migration. Manuel, je voulais juste te demander qu'est-ce que tu viens de nous montrer en fait. Pardon, je n'ai pas compris. On continue à voir ton écran. Je voulais juste te demander qu'est-ce que tu viens de nous montrer. Ah, j'ai essayé de chercher les bateaux. C'est localisé todos sur une page, on peut voir les bateaux au moment, mais je n'ai pas pu ouvrir bien la page. Merci. Et on peut voir les bateaux de pêche. Il y a beaucoup de bateaux de pêche, comme elle dit Sarah, qui travaillent. C'est des bateaux espagnols, bueno, de l'Europe, qui vont pêcher au Maroc, à Mauritanie. Et la pêche artisanale, la petite pêche, près de la côte, il ne peut pas faire parce qu'il ne reste pas du poisson. Le poisson, c'est clair. Parce qu'il y a des grands bateaux qui viennent, ils prennent tout le poisson. Oui, vide la mer. Et surtout, c'est même pas qu'il prend les poissons, il abîme les fondales de la mer, rendant encore plus difficile la pêche artisanale. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle très peu, mais qu'il faudrait un peu parler quand on parle des Canaries et des raisons de départ. Oui. Et avant de passer à notre dernière question, on a en effet 5 minutes. Je voulais juste dire, comme je vous disais, je vous parle de Hendaye. Sarah et moi, on se disait il y a 2 ans à Rome que Hendaye, c'est un peu devenu la nouvelle porte de l'Europe et que justement, les gens qui traversent un Atlantique après ils arrivent ici, il y a beaucoup qui arrivent ici, il y a beaucoup de femmes, des femmes surtout avec de très petits gamins. Il y a des gens de Mauritanie, du Sénégal, du Mali, comme on disait, mais même du Burkina Faso. C'est vraiment très différent, les origines de pays, etc. Et je dois dire, un nombre de femmes et de petits enfants, mais je veux dire quelques mois de vie, en fait, énorme. Et surtout, ils restent bloqués, notamment au Maroc, avant de pouvoir repartir en Atlantique vers les Canaries. Et voilà, alors, notre dernière question, on a 5 minutes, donc 4 minutes 31. Donc, je vous demande d'être bref, c'était par rapport à ce que vous pensez, notamment Sarah, du nouveau pacte européen d'immigration. Merci. Oui, alors présenté le 23 septembre par la Commission européenne, aujourd'hui, on commence la discussion au niveau de la Commission Libé au Parlement européen et du Conseil. On voit déjà au niveau du Conseil, au Conseil JA et donc des ministres de l'Intérieur européen, des tensions. Heureusement, les pays des premières frontières, Espagne, Grèce, Italie, ils ont réalisé que ces pactes ne leur conviennent pas parce que rapidement, ils réitèrent les règlements Dublin, donc les principes des responsabilités des pays des premiers arrivés, et introduit un concept politiquement très grave. Imaginons un mécanisme de solidarité qui viendrait en aide sur des situations de pression migratoire, je cite, aux
pays des premières frontières, mais cette solidarité, ce n'était pas des procédures de relocalisation. Donc, héberger les migrants qui sont arrivés des premiers pays, les États qui répondent à cet appel de solidarité, qui est obligatoire, peuvent choisir entre 4 formes de solidarité. Alors, vous verrez, c'est très grave. La première, bon, c'est la relocalisation. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les sponsorship retour. Donc, aider, et là, on voit l'obsession sur les retours, aider les États à expulser ces personnes qui sont sur leur territoire. La troisième, c'est la solidarité dans l'appui à la politique d'externalisation des pays des premières frontières. Donc, imaginons toujours l'Hongrie qui aide l'Italie pour supporter les gardes-côtes libyens. Et le quatrième, c'est pour donner de l'argent pour les mesures d'accueil. Un autre élément très préoccupant, c'est on a fait des simulations sur la possible implémentation mise en place du pacte et on voit par exemple sur les cas de l'Italie une augmentation de presque 8 fois les nombres de places de rétention parce qu'à la fois il y a la procédure d'arrivée, les pré-screening qui rappellent un peu ce qu'on voit à Barranco Seco dans les autres spots, mais sauf que ça va être une espèce de zone extraterritoriale dans les pays membres, donc enfermés, et puis tous ceux qui ils ont un taux de reconnaissance de l'asile de moins 20%, ils vont être enchaînés par une procédure accélérée d'asile de 12 semaines et on imagine bien toujours en détention. Donc, tout ce système-là va obliger les États à augmenter de beaucoup les places de détention. Et si ils ont imaginé aussi ce qu'on appelle des situations de crise, comme celle de 2015, dans ces cas-là, on parle même de la multiplication pour 50 fois de la détention. Donc, un projet très préoccupant, mais aussi très difficilement praticable, qui répond plutôt à un intérêt des intérêts des unions entre les États, mais qui ne sont même pas trop contents et qui oublient complètement les droits fondamentaux des migrants et réfugiés. Merci beaucoup, Sarah. Manuel. Je peux rien dire, elle a dit tout. Sarah, elle a dit tout. Sarah, elle a dit tout, effectivement. Bon, on vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager avec nous qu'on n'a pas couvert jusqu'à maintenant? J'en doute, parce que quand même, on a couvert un peu tout, mais… Non, moi, je pense qu'il y a juste vraiment la question des quelle réponse possible. Je pense que le sauvetage d'avant tout, alors heureusement en Espagne c'est le cas, mais ce n'est pas le cas pour d'autres autres États membres, donc ça va bien les rappeler qu'il y a des obligations de sauvetage. Et deuxièmement, à nouveau, si on ne veut pas que les personnes risquent leur vie, ouvrir des voies légales, des resettlements et tout ça. Et puis considérer les îles pas comme les périphéries d'Europe ou bloquer toutes les personnes, mais comme des parties intégrantes de l'Europe où les personnes doivent transiter et puis doivent aller là où ils souhaitent. Et donc là aussi un dépassement réel du règlement Dublin. Donc je pense que ça peut être des perspectives saines pour considérer la migration, pas comme de l'approche sécuritaire, mais comme en question des droits de l'homme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Virginie. On doit effectivement éviter de répéter les erreurs faites par l'Australie. Voilà. Exactement. Merci. Et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.